You think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Qu'est-ce que le mimétisme? C'est une belle question, mais c'est une question un peu compliquée parce que la réponse est à plusieurs niveaux. Comment est-ce qu'on devient semblable à quelque chose d'autre? Ce tronc, est-ce que tu le vois? Un tronc brun avec des taches grisâtres qui sont des lichens. Eh bien, un animal qui se pose là-dessus, qui ne bouge pas, et qui est brun et grisâtre, on ne va pas le voir. Ça peut être des mille-pattes, ça peut être des scorpions, ça peut être des araignées, ça peut être des insectes. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'homochromie, c'est-à-dire que l'animal
il s'arrange pour se trouver sur un fond qui a la même couleur que lui, ou alors il s'arrange pour prendre la couleur du fond. Ça lui permet de passer inaperçu pour ses prédateurs, ou de passer inaperçu pour ses proies également. Parce que les proies non plus ne le voient pas, donc elles vont se faire bouffer. Un cran un peu plus organisé dans le mimétisme, c'est les animaux qui miment des organes de plantes. Les phasmes qui miment des petites brindilles, les sauterelles ou les papillons qui miment des feuilles vertes, des feuilles vivantes ou des feuilles mortes. Là aussi, ça leur permet de passer inaperçu par rapport à leurs prédateurs. Un phasme installé sur une plante, personne ne va le voir. Une baguette avec des pattes qui elles-mêmes ressemblent à des petites branches latérales, si ça ne bouge pas, on ne le voit pas. Ces animaux échappent à la prédation de cette façon-là. Alors il y a une troisième étape que je trouve tout à fait étonnante et dont on reparlera dans la coévolution plantes-animaux, qu'on appelle mimétisme bathésien. C'est un animal qui mime un animal dangereux, de manière à ce qu'on lui laisse la paix. De très nombreux exemples. On connaît en Amazonie des papillons toxiques, auxquels les oiseaux ne s'attaquent jamais parce qu'ils savent que c'est dangereux. Et par conséquent, il y a une cohorte d'autres papillons qui ne sont pas des héliconus, qui ne sont pas dangereux du tout, mais qui échappent à la prédation dans la mesure où ils ressemblent aux héliconus. On a une cohorte de mimes de l'héliconus. On s'est très longtemps demandé pourquoi le mimétisme n'existait pas chez les plantes. C'est un domaine beaucoup moins riche que chez les animaux, mais on a tout de même trouvé quelques plantes qui imitent des plantes toxiques. Mais c'est presque rien.
Parmi toutes les planètes de notre univers, il n'y en a qu'une capable de porter la vie. Certains l'appellent la planète miracle. Il y a près de 5 milliards d'années, un gigantesque astéroïde est venu s'écraser sur la Terre, en la faisant pencher à un angle exact de 23 degrés et demi par rapport au Soleil. Accident ou miracle? C'est cette providentielle inclinaison, ce petit coup de pouce de l'univers qui a tout changé et qui a créé les saisons, les extrêmes climatiques, la chaleur, le froid et ces magnifiques paysages. Les conditions idéales pour accueillir la vie sur Terre. En effet, ce crustacé d'environ 2,5 cm est équipé d'une pince spéciale. Celle-ci mesure la moitié de son corps et peut être qualifiée, sans exagérer, d'artillerie lourde. Dans cet univers sauvage que sont les fonds marins, une crevette pistolet affamée attend tapie dans son trou qu'une proie parvienne à sa portée. Cette fois, c'est un crabe. Il ne se doute de rien. Derrière lui, l'assaillante se glisse hors de sa cachette et s'approche sans bruit. En à peine 3 centièmes de seconde, c'est fini. Le crustacé referme sa pince si vite qu'il projette une bulle brûlante à près de 100 km/h. L'onde de choc produite est comparable à celle d'une arme à feu. Mais ici, la bulle implose et approche, l'espace d'un instant, les 4500 degrés. Autant qu'à la surface du Soleil. Le choc retentit à 218 décibels. Un bruit aussi assourdissant que le bang sonique d'un avion de chasse. Avec une telle puissance concentrée dans un seul et unique appendice, une petite proie comme cette grande crevette nettoyeuse n'avait aucune chance. Elle a été instantanément neutralisée par l'onde de choc, et personne ne l'a jamais revue.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capables de faire chuter les plus grands. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Voici James. Il a 2 passions dans la vie, la faune et la vitesse. Ouais, chacun son truc. En ce moment, James se prépare à combiner ces 2 passions dans un défi épique. Il veut distancer autant de créatures sur Terre qu'il le peut. Combien d'animaux réussira-t-il à battre? Découvrons-le. Désolé Jimmy, mais tu pars avec un certain handicap. Les humains ne sont pas si rapides. Comme tout le monde, James marche à une humble vitesse moyenne de 5 km/h. Bonne nouvelle, il est déjà plus rapide que beaucoup d'autres créatures terrestres. Par exemple, les insectes ne sont rapides que pour leur petite taille. Notre ami compétitif ici présent peut facilement surpasser presque chacun d'entre eux. Vraiment? Même les 1000 pattes de maison? Ces petits monstres se déplacent à une vitesse cauchemardesque. Berk. D'autres animaux d'une taille plus comparable à celle des humains, comme les paresseux, les koalas et les tortues géantes, sont également laissés loin derrière. 1,6 km/h. Les paresseux vivent dans des endroits où il est trop risqué de se déplacer rapidement car les prédateurs les voient. Ils se déplacent alors à une vitesse lente de 0,2 km/h. Et les tortues géantes marchent à une vitesse maximale de 0,5 km/h. Mais ces animaux sont parmi les plus lents de notre planète. Il est enfin temps pour Jimmy d'enfiler ses chaussures de course. James est vraiment en forme et il s'est préparé toute sa vie pour ce jour. C'est pourquoi 24 km/h n'est qu'un jogging pour lui, même si c'est la vitesse moyenne des autres. Pourtant, ce rythme est suffisant pour nous parce que nous pouvons distancer toutes les vermines nuisibles, comme les rats et les souris, ainsi que toutes les araignées et les serpents dans le monde. Le principal concurrent ici est le Aspidocelis sexlineata. Un grand nom pour un lézard qui peut montrer à James à quel point il ne sera pas à la hauteur. Oulala, dépêche-toi! James veut challenger des animaux encore plus rapides. Alors il se lance à une vitesse olympique, 45 km/h, la vitesse de course la plus rapide jamais enregistrée pour un être humain. Des animaux comme les éléphants, les écureuils et même les ours polaires s'arrêtent pour reprendre leur souffle derrière le dos de notre pote si rapide. C'est une vitesse à laquelle un humain peut distancer un ours polaire, mais il ne tiendra pas longtemps contre un grizzly. Mieux vaut balancer du miel pour le distraire. C'est aussi le moment où Jim décide d'accepter la vérité. La vitesse n'est pas le meilleur atout de l'humanité, mais l'intelligence et l'ingéniosité le sont. Avec ceci en tête, James décide d'enfourcher un vélo. 64 km/h, c'est à peu près la vitesse maximale qu'il peut atteindre sur un vélo sans l'aide d'un moteur. C'est juste assez pour échapper à tous les ours et les canins comme les chacals, les chiens et les loups. Mais il ne peut toujours pas rattraper un lièvre brun, qui peut atteindre 77 km/h. Mais au moins, James gagne la course contre un simple chat domestique, 50 km/h. Et qu'en est-il de leurs grands coussins qui gouvernent les prairies africaines?
Les lions peuvent atteindre une vitesse vertigineuse de 80 km/h. C'est à peu près la même chose que leur source de nourriture préférée, le gnou bleu. Les tigres sont encore plus rapides avec une vitesse de 96 km/h. Et bien sûr, le champion absolu des vitesses de pointe sur cette planète, le guépard. Sillonner les prairies à 120 km/h est crucial pour ces prédateurs, tandis qu'ils poursuivent ces antilopes d'Amérique qui sont extrêmement rapides. Ces créatures à cornes peuvent facilement battre un lion sur un circuit de course. Pour égaler la vitesse d'un guépard, James ne peut pas continuer à compter uniquement sur la force et l'endurance de son propre corps. Cette fois, il monte dans une voiture. Rien de trop tape à l'œil ou trop rapide. Une berline simple qui peut facilement atteindre une vitesse d'autoroute. Mais nous, les humains, avons mis au point des machines terrestres imbattables. Des voitures de course puissantes capables de franchir le mur du son avec une vitesse de pointe de 1231 km/h. Je suppose que techniquement, on gagne la bataille sur la terre ferme. Mais qu'en est-il du monde marin? Encore une fois, il n'y arrivera pas sans l'une des inventions les plus fantaisistes de l'humanité. Il est beaucoup plus difficile pour nous les humains de nous déplacer sous l'eau car elle est plus dense que l'air et nécessite une forme beaucoup plus aérodynamique pour la vitesse. Avec notre torse encombrant, nos bras et nos jambes, nous n'avons tout simplement pas ce qu'il faut, sans compter tous les poils qui nous recouvrent. Alors mon pote, qu'est-ce que tu attends? Plonge! La vitesse maximale que James peut espérer atteindre sans palme n'est que de 4,8 km/h. C'est à peine assez pour dépasser les anguilles à la nage. Mais il passe facilement devant les crabes et les étoiles de mer. Ce ne sont pas les concurrents les plus puissants. Mais attends, qu'est-ce que c'est derrière toi au loin? Quelque chose de triangulaire sortant de l'eau. Serait-ce un requin? Vite Jim, enfile une combinaison de plongée. Tu ferais mieux de nager pour sauver ta vie. Avec sa combi couvrant ses cheveux et ses palmes aux pieds, James peut maintenant nager beaucoup plus vite, 13 km/h. Il est à égalité avec la plupart des animaux terrestres pour ce qui est de la natation, et il peut nager plus vite que la plupart des manchots et des loutres de mer. Mais ces grands requins blancs le rattrapent vite, 10 km/h, et ce n'est pas étonnant, il se déplace à 48,2 km/h. Ils sont à ses pieds, plus que quelques secondes avant d'ouvrir leur grande mâchoire et... Ah, je ne veux pas regarder. James, ça va? Ouf, quel chanceux. Tu es monté dans ce voilier à la dernière minute. Il navigue maintenant en douceur à une vitesse de 30 km/h. D'accord, ces requins blancs peuvent nager bien plus vite que ça, mais seulement pour faire de courtes pointes. Tu vois? Ils sont déjà fatigués. Le bateau est plus rapide que les baleines à bosse, les otaries et les petits poissons. Mais Jimmy est à fond, alors il décide de monter sur un paquebot de croisière géant. Ces moteurs rugissants et assourdissants peuvent accélérer cette carcasse métallique jusqu'à 56 km/h, laissant derrière elle des barracudas, des dauphins et des poulpes. Oui, ces créatures à 8 pattes peuvent nager à une vitesse surprenante de 40 km/h. On dirait qu'il est temps d'amener ce défi à un tout autre niveau. James trouve un bateau à moteur et s'élance sur l'eau à une vitesse fulgurante de 145 km/h. Attention mon pote, ne t'écrase pas. Et bravo, tu te déplaces beaucoup plus vite qu'un marlin, qui ne peut aller que jusqu'à 80 km/h. Oh oui, et tu as dépassé le poisson le plus rapide du monde, le voilier de l'Indo-Pacifique qui peut atteindre les 109 km/h. La seule chose qu'il reste à conquérir pour notre champion, c'est le ciel. Parler des capacités humaines de vol n'est même pas une blague. Au fait, tu préfères être dans l'eau, le ciel, ou sur la terre ferme en voiture? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, dès le départ, James a besoin de quelque chose pour le soulever. On dirait qu'il a opté pour un jetpack parce que bon, qui n'en voudrait pas? Dans le ciel, Jimmy est déjà parmi les prétendants au record volant à une vitesse de 105 km/h. Tous les pigeons, moineaux et merles sont trop lents pour tenir le rythme. Ils volent maintenant avec des faucons. Le faucon pèlerin pour être exact, qui peut voler horizontalement à une vitesse moyenne de 90 km/h, mais qui peut atteindre 111 km/h. Il y a des êtres à plumes encore plus rapides, comme le pigargue à tête blanche qui vole dans les airs à une vitesse de 120 km/h et qui a atteint son apogée à 159 km/h quand il se donne à fond. Des études récentes ont montré que nos chauves-souris de la famille des mammifères volants peuvent atteindre une vitesse étonnante de 160 km/h tout en étant battus par le martinet épineux à une vitesse de 169 km/h. Ce serait assez pour gâcher la journée de James pour de bon, s'il n'avait pas prévu un petit avion loué pour l'occasion. Maintenant qu'il vole à 199 km/h, on dirait que rien ne peut l'arrêter. Pourtant, c'est le vieux rival de Jim, le faucon pèlerin, qui se précipite pour reprendre la couronne. En regardant James,
L'oiseau esquisse un sourire malicieux et plonge vers le sol à 386 km/h. Il y en a un qui doit avoir faim et qui se précipite pour déjeuner. C'est terminé, laisse tomber mec. Fais tes bagages et rentre chez toi. En avion gros porteur. Le compteur indique 965 km/h. Et nous avons un champion les amis. Pas un record personnel pour être juste, mais une victoire quand même. Peut-être qu'une seule personne ne peut pas être l'être le plus rapide au monde, mais l'humanité peut atteindre des vitesses qui sont tout simplement inimaginables pour tout autre être vivant. Et aujourd'hui, nous remercions James de nous l'avoir prouvé. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa. Même s'il n'est qu'une espèce perdue au milieu de la multitude du vivant, l'humain est sans aucun doute l'espèce dominante à la surface de sa planète. Mais par quels critères se manifeste cette supériorité? Malgré plus de 7 milliards d'humains sur Terre, l'homme n'est pas l'espèce la plus abondante. Loin de là. Les hommes sont par exemple 3 fois moins nombreux que les poules. Même en comptant la masse cumulée de tous ces individus, la biomasse, l'humanité ne pèse pas plus lourd que les fourmis. Les humains ne sont pas non plus les plus grands, ni les plus forts, ni ceux qui vivent le plus longtemps. Si certains requins ou tortues vivent aisément plus de 200 ans, les coraux et des éponges vivent plusieurs milliers d'années. Certaines espèces de méduses sont même capables de rajeunir pour relancer sans cesse le cycle de la vie. Sans accident ou prédateur, elles pourraient être immortelles. Et si on les compare aux autres espèces, les humains sont d'une fragilité déconcertante. Les étoiles de mer, par exemple, peuvent faire repousser tout leur corps à partir d'un bras. Le Moloch hérissé peut tenir des années sans boire autre chose que les rares gouttes qu'il récolte sur sa peau. Quant au tardigrade, cette charmante petite bête fait passer l'humain pour une petite nature. Il résiste sans problème et pendant des années au milieu intensément toxique et excessivement salé, aux températures de plus de 150 degrés ou de moins 270 degrés, à la suppression totale de nourriture, d'eau et d'oxygène, à des pressions de plus de 1000 fois la nôtre, au rayonnement X et même au vide de l'espace. Les humains ne supportent qu'une petite gamme de températures. Leur peau est très fine, leurs organes faillibles et leur physiologie chétive. On pourrait même se demander comment cette espèce a survécu jusqu'ici. Au regard de son extrême fragilité, la supposée domination des êtres humains ne semble-t-elle pas insignifiante ? Quand on regarde un objet, les rayons lumineux sont traités et analysés par une machinerie complexe. Et le premier maillon, c'est l'œil. L'œil, comme dans un appareil photo, c'est d'abord une optique. Deux lentilles successives, la cornée et le cristallin, dévient les rayons.
À l'arrière de l'œil, on trouve la rétine, qui reproduit l'image d'origine grâce à des cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets recouvrent la plus grande partie de la rétine et s'occupent de la vision périphérique et en noir et blanc. Les cônes sont concentrés dans une petite zone dédiée à la vision précise et en couleur. L'image est alors transformée en signal électrique et envoyée au cerveau par des cellules de transmission via le nerf optique.